Dans cet épisode du balado compte complet. Je pense que tu me vois venir. Faut donner des jeunes pour avoir quelque chose. Est-ce qu'Édouard Julien pourrait être un appât là, pour quelqu'un d'autre pour aller chercher un il ne faut pas l'exclure. Il ne faut pas l'exclure du tout. Puis Édouard, lorsqu'il a été retourné au niveau 3, ça a été difficile au départ. Ça va beaucoup mieux. Mais il fait partie des plans. Au jeu! Deuxième prise, compte complet. Le balado compte complet est présenté par Plan de match à Boucherville, votre centre d'entraînement et boutique de baseball avec cage de frappeur intérieur et lance-balles, fier partenaire de votre passion. Voici vos animateurs, Alain Usereau et Mark Griffin. Bienvenue à compte complet. On est rendu au début du mois de juillet. Alain Usereau en compagnie de Mark Griffin. Il y a beaucoup de contenu aujourd'hui. On va commencer, Marc, par quelques nouvelles chaudes au cours de la dernière semaine qui touchent des équipes importantes quand même. Des Phillies qui ont perdu 2 réguliers. Puis tu regardes la formation partante. T'as pas de Real Muto, t'as pas de Harper, t'as pas de Schwarber. C'est pas la même équipe? Non, c'est pas la même équipe. Par contre, on a vu, du côté des Phillies, lorsque Sosa a remplacé Trey Turner, ça a presque pas paru. On sait... on a tellement bien joué du côté des Phillies. On sait, ça a donné une avance de 8 matchs sur les Braves. Je sais qu'on peut pas prendre ça à la légère, mais ça met en valeur, Alain, ça met en perspective, lorsque tu as un bon début de saison, lorsque tu peux te créer une espèce de coussin de la sorte. Inévitablement, les saisons sont longues, tu vas avoir des blessures importantes. Puis là, soudainement, on se retrouve avec 2 joueurs importants, Harper et Schwarber, qui sont absents. Ben ça te donne un peu, cette latitude, tu comprends? Alors que si tu es en mode rattrapage et là, tu perds ces gars-là, là, ça devient extrêmement difficile. Alors, c'est pour ça que le début de saison des Phillies, la philosophie qu'on a changée à l'entraînement pour partir du bon pied, je pense que c'est vraiment la manière... toutes les équipes tentent de gagner dès le départ, mais tu comprends que se donner cette espèce de coussin-là va grandement aider l'équipe, là. Oui, effectivement. Puis, écoute, on a peut-être le meilleur personnel de lanceurs. En relève, c'est solide. Les partants, Marc, là, on va peut-être avoir besoin d'un 5e partant parce qu'il y en a 2 sur la touche, Walker. Celui qui le remplaçait, Spencer Turnbull, qui avait eu un très, très bon début de saison comme partant. Peut-être qu'on va avoir besoin de quelqu'un d'autre là, pour les 2 semaines avant la pause match des Étoiles. Mais comme tu dis, ce coussin-là va permettre là, aux Phillies, là, peut-être, en tout cas, d'amortir un peu la perte de 3 réguliers. Chez les Yankees de New York, Marc, là aussi, écoute, la tenue des lanceurs partants pourrait nous inquiéter. On va parler des besoins des Yankees un peu plus tard là, au cours de ce balado. Mais n'empêche, on a eu quelqu'un qui étude, Juan Soto, je pense, qui a quand même rassuré pas mal de monde en fin de semaine. Vous savez, Juan Soto, ça reste la pierre angulaire, mais tu te rends compte, Alain, que, je me répète un peu, là, les saisons sont longues, il y a des défis constants, même si tu sembles avoir une formation qui est parfaitement équilibrée ou que tout fonctionne, il va y avoir des embûches inévitablement. Alors, pas parce que, les Yankees, évidemment, il y a des blessés, il y a des défis, mais je pense que c'est la manière dont ces équipes-là vont réagir, ceux qui vont remplacer les joueurs étoiles qui... font le travail. C'est ça la profondeur d'une organisation, finalement, qui va créer en sorte qu'on va passer à travers certaines tempêtes durant la saison et finir là où on devrait finir. Oui. En tout cas, j'ai hâte de voir, comme je le mentionnais là, un peu plus tard, on va parler des besoins des grosses équipes. Au mois de juin, Marc, mon équipe surprise, les Mets de New York, là, que ce soit l'équipe qui a frappé le plus au cours d'un mois, c'est exceptionnel pour plusieurs raisons. On ne l'a pas vu venir, ça c'est une chose. Puis la deuxième, Marc, on joue à Citi Field, qu'on ait réussi à accumuler des statistiques comme celle-là au cours d'un mois au complet. Chapeau à cette équipe-là. Chapeau, Alain. Puis notre différentiel était pas mal négatif aussi. On est rendu dans le positif maintenant du côté des Mets. On est à un match de jouer pour 500. Et là, on l'a dit en début de saison, là, surtout dans la nationale, tu vas jouer 500 à la pause du match des étoiles, t'es dans le coup, là. T'es dans le coup pour une place en série. Puis, tu sais, les Mets, rappelle-toi, un début de saison, coup-ci, coup-ça, là, ça a été en dents de scie, tantôt très bon, tantôt très mauvais. Puis là, Puis là, ça a commencé à critiquer. Puis il y a eu, évidemment, encore
disons, des éléments négatifs autour de l'équipe. Et là, ben, finalement, ben, petit à petit, Lindor s'est mis à frapper lorsqu'on l'a inséré au premier rang. Ça a complètement changé, cette attaque-là. Puis là, ben, on parle moins là, d'échanger à peu près tout le monde. On est plus rassuré. C'est sûr qu'il y a des joueurs qui sous-performent encore, mais content de voir les Mets connaître un peu de succès. Je trouve ça le fun. C'est une organisation qui tente, qui se cherche toujours, mais qui tente petit à petit de faire les choses de la bonne manière. Puis peut-être que justement, en étant un peu à l'écart de ce qui se passe autour, à New York, entre autres choses, bien, soudainement, on a senti les Mets se jouer du meilleur baseball. Oui, tout à fait. Il y a des défis au monticule, là, mais effectivement, c'est une très agréable surprise. Puis, sur le plan personnel, pas parce que je suis un fan des Mets, mais je les trouve agréables. Je trouve qu'ils donnent un bon spectacle, les Mets. C'est pas juste à coup de circuit. On semble courir un peu plus. On semble plus dynamique, en fait. Tu sais, t'as des gars comme Nemo, je parlais de Lindor, mais Nemo s'est réveillé aussi. On a, tu sais, parfois, là, bon, c'est pas juste changer le rôle offensif, évidemment, il y a d'autres aspects, mais tu sais, des fois, de brasser la soupe, là, ça colle un peu au fond, on a brassé la soupe, on a changé des gars de place. Puis, ben, ça a semblé donner des résultats qui sont le fun. Là, on a l'air d'avoir pas mal plus de plaisir qu'on en avait en début de saison pour les Mets. Tu sais, Bader fait du bon travail au champ extérieur. On attrape les balles. On est meilleur en défense aussi. Fait que, soudainement, ben, ça crée une dynamique pas mal plus le fun là, pour les Mets. Oui. Un mot, Marc, sur les Blue Jays de Toronto. Écoute, je trouvais ça dommage pour Tim Mayza, qui a quand même rendu de très, très bons services aux Blue Jays de Toronto. On a lancé la serviette dans son cas. Je serais pas surpris qu'une autre équipe le récupère. Est-ce que ça n'a pas été Yankees qui ont besoin d'un releveur gaucher? Encore faut-il qu'on voit quelque chose dans Tim Mayza. Sa dernière sortie a été misérable avec les Blue Jays de Toronto. C'était pas une bonne saison de toute façon. Je sais pas comment tu vois les choses. Ça me rappelle un petit peu quand Ryan Borucki avait quitté les Blue Jays. Dans le cas de Borucki, il n'avait jamais donné autant que Mayza l'a fait au cours des 2 dernières saisons. C'est juste ça que je trouve un peu dommage. Mais c'est ça le sport professionnel. Tu peux être bon, tantôt très bon, mais là, si pendant une certaine période, ça ne marche pas du tout, on va te laisser aller. On a besoin de rendement. À un moment donné, la patience a une limite. Mais oui, il va se trouver un emploi, Alain, parce que combien de fois on répète un changement d'air, un changement d'instructeur de lanceur, un changement de ci. C'est un lanceur gaucher. Il a une feuille de route quand même où il a été très bon à un certain moment donné. C'est certain qu'il va trouver une organisation qui va lui donner une chance. Mais c'est là qu'on voit à quel point c'est cruel une carrière. Ça tient sur pas grand-chose. Je sais qu'on parle souvent des joueurs vedettes, puis de Juan Soto, puis bon, il partira pas. Mais regardez 85% des joueurs, là, c'est pas facile de garder ton emploi. C'est pas facile d'être le joueur régulier ou d'être le releveur de fin de match ou d'être le releveur gaucher spécialiste. Fait que ça expose encore une fois que les carrières, ça tient sur pas grand-chose. Mais tout ça pour dire que, Alain, un releveur gaucher qui a quand même une bonne balle glissante, c'est sûr qu'il va avoir au moins une autre chance avec une organisation, sinon plusieurs au cours des prochaines années. Oui, tout à fait. Marc, c'est le 1er juillet. Oui, c'est la fête du Canada. C'est la fête de Martin Villeneuve, à qui on souhaite un joyeux anniversaire. Et si on parle de baseball, c'est la journée Bobby Bonilla, mon cher Marc. Il y a 2 équipes qui le savent trop bien, les Orioles de Baltimore et les Mets de New York. C'est le classique, hein? C'est le classique. Bobby Bonilla qui reçoit son argent. Écoute, ça va se terminer en 2035 avec les Mets. Alors, moi, je pense que son agent a été brillant avant son temps. Parce que là, on a vu au cours des dernières années, on commence à le voir. Là. Évidemment, Shohei Ohtani, là, on sait que ça aussi, ça va s'échelonner sur plusieurs années. C'est intéressant lorsqu'on fait une recherche que Brett Saberhagen aussi, c'est moins d'argent, là, c'est moins spectaculaire, mais il y a d'autres joueurs. Manny Ramirez qui a reçu un montant d'argent différé pour plusieurs années. Le contexte des Mets à l'époque, Alain, rappelle-toi, faillite du propriétaire, ça devenait un petit peu difficile, mais il en a profité et c'est lui qui a le sourire à chaque 1er juillet. Là. Effectivement. Chris Davis, probablement celui qui a profité le plus de ce genre de paiement différent avec les Orioles de Baltimore. Marc, et lui, c'est des montants pas mal plus importants. Là, on parle de 3 millions de dollars là, jusqu'à la fin des années 2030. Donc, pour paraphraser un collègue, voilà un autre qui aura
davantage plus peur de la fin du monde que de la fin du mois. Bon, Marc, c'est la fête du Canada. J'en profite pour présenter la carte de la semaine, qui est une présentation de cartes Trade Union Dépôt.ca. C'est votre détaillant de cartes sportives et non sportives. Plus de 14 000 articles en vente sur eBay. Ben écoute, Marc, on va acheter notre dévolu sur Larry Walker. Comme par hasard, on y va avec l'année 1994. Pourquoi? C'est la dernière année de l'édition canadienne des cartes OPC. Oui. Tu te rappelles de ça, Marc? C'est une marque canadienne qui date il y a quand même assez longtemps, qui faisait des cartes de hockey à l'origine. Là, on parle de plus de 100 ans. Depuis 1911, on produisait des bonbons. Par la suite, des cartes de hockey pour le marché canadien et des cartes de baseball en 34 et en 37. Et finalement, pendant une trentaine d'années, au milieu des années 60, on s'est affilié avec Topps jusqu'en 1994. Donc, c'était l'année de la carte qu'on vous présente de Larry Walker. Des cartes qui étaient bilingues depuis les années 70. OPG a été racheté depuis. Donc, Larry Walker, c'est la dernière année de Larry Walker avec les Expos de Montréal. On s'en rappelle trop bien. Marc, de cette année-là. Et Larry Walker qui, par la suite, une carrière qui l'a menée jusqu'au temple de la renommée du baseball avec Denver et avec finalement les Cards de Saint-Louis. Marc, je ne sais pas si tu l'avais vu, toi qui s'en allais au temple de la renommée, mais c'est un gars qui était en progression lorsqu'il allait avec les Expos. Tu le vois année après année, ça s'améliorait. Et ce qu'il a accompli avec Denver, je veux dire, même quand on tient compte du stade, c'est un gars qui aurait produit n'importe où. On regarde à l'étranger, à domicile, là. Il y en a d'autres qui sont au temple de la renommée qui ont profité de leur stade. Je ne sais pas que Larry Walker n'a pas profité, sauf que c'est un gars qui aurait produit n'importe. Bon, écoute, Alain, moi j'ai eu l'immense privilège de jouer avec Larry dans les rangs mineurs ou dans les différents camps d'entraînement, par exemple des expos. C'est un athlète hors pair. Souvent, tu arrives sur un terrain, puis il y a des très bons joueurs, bonne réputation, des carrières exceptionnelles, puis tu as aussi les bons athlètes. Tu sais, ceux là que tu leur donnes une balle et tu vois qu'ils vont être bons. Tu leur donnes un bâton, ils vont être bons. Tu leur donnes une raquette, ils vont être... Tu comprends? C'est ce genre de joueur-là. Et Walker pouvait tout faire sur un terrain de baseball. C'était un gars qui était très rapide pour son physique. Son bras était exceptionnel. Écoute, lorsqu'on l'a, rappelle-toi, on l'a mis comme voltigeur. Évidemment, il était voltigeur, puis on l'a mis au premier but à un certain moment donné. Il a excellé au premier coussin, là. Et je pense que si on l'avait mis au troisième, il aurait été aussi bon. Alors, c'est vraiment... Puis tu sais, je sais que Larry avait une réputation d'un gars qui était pas toujours là, le plus poli, mais un coéquipier extraordinaire. Je vous dis, moi, c'est un gars... Moi, j'étais évidemment un bon joueur canadien aussi. On n'en avait pas une tonne à l'époque. Puis je me souviens, à la fin d'un camp d'entraînement, il me disait, bon, mais bonne chance cette année. On espère de te voir, tatata. Puis, à un moment donné, il dit, t'es-tu correct avec ton équipement? Je dis, écoute, là, j'ai une coupe de... Je devrais être correct. As-tu besoin de gants de frappeur? Tu sais, des gants de frappeur, on en a toujours besoin. Puis, le lendemain, j'avais une boîte pleine de... Je pense qu'il y avait, je sais pas, une trentaine de paires de gants de frappeur pour ma saison. Que Walker avait décidé de m'envoyer à mon locker. Donc, tout ça pour dire que c'est toujours un gars que j'ai apprécié. Les tournées des expos, les fameuses caravanes des expos avec Walker. C'est un gars, c'est un des bons coéquipiers que j'ai eu. Puis c'est très, très heureux lorsqu'il a été intronisé au Temple de la Renommée. Alain, je rappelle aux gens qui nous regardent et nous écoutent que notre commanditaire principal, le Plan de Match, on les remercie premièrement. Le Plan de Match, c'est à Boucherville, c'est une boutique de baseball, il y a des cages de frappeurs, des cours privés, vous pouvez la boutique en ligne également. Un endroit donc tout pour ceux qui adorent le sport de baseball. Alors, Plan de Match, allez sur le site internet. Aussi la boutique planmatch.com et aussi pour nous rejoindre facilement, c'est d'aller sur notre site internet www.comptecomplet.com. Meilleur endroit donc pour savoir où nous regarder ou nous écouter. Marc, il reste moins d'un mois pour effectuer des transactions et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas changer d'équipe, mais on le fera seulement par le ballottage ou des joueurs congédiés. Et Marc, la semaine passée, on a parlé du marché des échanges, mais là, on va s'attarder sur les équipes, pas qui sont assurées, mais qui sont très, très bien placées pour faire les séries. Moi, j'ai l'impression que ça va bouger plus qu'à d'habitude. Ces équipes-là, on a ciblé 8 équipes. 8,5 parce que j'ai mis Minnesota un petit peu là-dedans, dont on va parler brièvement. On va commencer par la Ligue américaine et il n'y a pas de surprise, Marc, on va parler des meneurs. Cleveland, Seattle, puis évidemment,
des Yankees et Baltimore. Ces 4 équipes-là sont bien placées pour faire des séries. On va regarder leurs besoins et s'il y a des joueurs qu'on pourrait peut-être viser davantage. On va commencer par les Yankees de New York, Marc. Le consensus, c'est qu'on n'a pas remplacé Wandy Peralta. C'est un bon releveur gaucher qui est parti. Généralement, les Yankees ont réussi un excellent travail avec des releveurs sans nom, un peu comme les Dodgers, un peu comme les Rays. Mais là, Victor Gonzalez, on vient de le laisser aller. On a retiré des listes des 40. Caleb Ferguson, la confiance n'est pas énorme à son endroit. Donc, on cherche quelqu'un, mais on aimerait avoir quelqu'un qui produit des points derrière Soto et Judge. C'est pas normal, Marc, avec leur moyenne de présence sur les buts, qu'on n'ait pas quelqu'un qui a produit beaucoup de points derrière ces deux gars-là. Tu vas où chez les Yankees? Ta priorité, c'est quoi? Bon, écoute, c'est sûr que là, Stanton va être de retour éventuellement. C'est peut-être une solution là, à court terme. Je parle évidemment au niveau du positionnement du joueur dont tu faisais mention, le frappeur qui peut supporter Soto et Judge. On a encore Rizzo sous contrat, on ne sait pas ce que ça va donner. Je suis pas certain qu'on va bouger tant que ça en termes de joueurs de position. Chose certaine, en termes de releveur gaucher, tu as tout à fait raison. Ça, c'est une faiblesse chez les Yankees. C'est un endroit où on veut se donner évidemment les munitions nécessaires, surtout là, lorsqu'on va vraiment entrer dans la fin de saison et au début des séries où tu as besoin de ce gars-là de confiance. Tu as raison de dire que Caleb Ferguson, trop d'inconstance dans son cas, selon moi, en tout cas, là, dans son rendement. Alors, si j'avais vraiment ciblé une priorité chez les Yankees, ce serait ce fameux releveur gaucher. Évidemment, là, Garrett Cole est de retour comme partant, donc c'est quand même assez sécurisant là, au niveau des lanceurs partants, même si Stroman, c'est pas toujours parfait, mais ça reste quand même qu'il donne des manches. C'est là que je vois ce qui va se passer. Évidemment, si la progression de Stanton, elle est lente, si Rizzo est absent à long terme, à un moment donné, c'est un peu comme les équipes en ce moment, Alain, où qui se cherchent à savoir est-ce qu'on vend ou on va acheter. C'est un peu le même constat chez les Yankees, à savoir si on va bouger pour un joueur de position ou un frappeur. Alors, on a encore un mois, mais c'est un 30 jours ou un 29 jours là, qui va être très, très important. Probablement que les 10 prochains vont être très importants pour savoir on va se situer où là-dedans. Là. Je regardais, Marc, le marché, et si les Yankees bougent pour un bâton, moi, j'ai l'impression que ça va être un joueur de troisième but, mais il n'y en a pas tant que ça qui sont disponibles. Je regardais, si le propriétaire des Rockies décide de rendre service à Ryan McMahon, je pense que c'est probablement le joueur. Même si je pense qu'on préférait un frappeur droitier chez les Yankees présentement. Parce qu'on a déjà Verdugo, on a Soto, Rizzo va revenir au mois d'août, dit-on. J'ai l'impression... Et les deux autres noms que j'ai, si on s'en fait pas trop avec la défense, Marc, je pense qu'un Jake Burger pourrait être une solution pour un an. Je sais qu'il ne fera pas tant que ça, mais écoute, c'est un frappeur de puissance. C'est pas compliqué. Puis je pense qu'il pourrait se réveiller avec les Yankees. Mais ils n'ont pas l'habitude de prendre des gars qui ont de la misère en défense. Et l'autre, c'est Luis Rengifo avec les Angels, dont le nom circule beaucoup dans l'entourage de l'équipe. Exact. Oui, en fait, son nom revient à plusieurs endroits là, pour plusieurs besoins de plusieurs équipes, dans le cas de Rengifo. Ryan McMahon, c'est intéressant. De toute façon, chaque fois qu'il y a un joueur qui pourrait surprendre de quitter une organisation comme McMahon avec les Rockies, on met un lien tout de suite aux Yankees. Même Vlad Guerrero, lorsqu'on a commencé à parler de Vlad Guerrero, quels sont les besoins au premier but de bonnes équipes, on a ciblé les Yankees puis les Astros de Houston. Alors, automatiquement, des gens ont commencé à lier Vlad, qui semble-t-il mentionner aussi que, parce qu'il a déjà dit qu'il ne jouerait jamais pour les Yankees, mais là, je pense que son message a changé un peu. Mais tout ça pour dire que, inévitablement, à chaque fois que les Yankees ont un besoin, on va lier le meilleur joueur qui est disponible à cette position-là aux Yankees. Ça ne veut pas dire que ça va se faire, évidemment, mais chose certaine, c'est que ça rend les rumeurs intéressantes à ce niveau-là. Moi, dans le cas de Burger, je suis pas certain. Je suis pas certain que c'est le style des Yankees. Puis pour les raisons que tu as mentionnées, Alain, oui, le coup de bâton pourrait être intéressant, mais on a trop besoin d'une bonne défense. C'est Garrett Cole, là.
Et lorsqu'il est au monticule, ça ne tente pas de se retourner puis voir un Burgo troisième. Alors, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Puis, convaincu que les lanceurs partants ont cette influence-là. Donnez-moi une couple de gars donnez-moi des gars qui vont attraper la balle derrière. Oui. Écoute, j'ai tendance à être d'accord. Je te dis juste que dans le cas d'un coup de bâton, il remplirait, je pense, un trou là, au 4e rang là, dans la formation, même avec Stanton. Les Orioles de Baltimore, Marc, lanceur partant. Je pense que c'est là où on veut aller chez les Orioles. Et moi, je ne pense pas qu'on aille vers une location. Là, je pense à Jack Flaherty, par exemple. Mais j'ai 2 noms qui me viennent en tête. Et c'est peut-être l'équipe la mieux disposée présentement, la mieux équipée. J'ai Garrett Crochet. Et l'autre, Marc, c'est un nom que je vais te lancer. Je pense qu'il peut être disponible. C'est J.P. Sears avec les A's d'Oakland. Ben, écoute, oui, absolument. C'est sûr qu'il va coûter cher. Garrett Crochet, par exemple. Mais tu l'as dit, si une organisation est capable de donner une coupe de jeunes joueurs, parce que les White Sox s'en vont nulle part, c'est épouvantable cette organisation-là là, actuellement. Alors, il faut se redonner des munitions pour rebâtir. Et là, ben, il y a un lien à faire, absolument, parce que le Crochet, bon, on vient d'arriver dans le baseball, on a plusieurs années de contrôle sur lui. Puis moi aussi, je suis d'accord où je ne pense pas que Baltimore va s'en aller vers un lanceur de location ou un vétéran là, qui va venir juste pour faire la fin de la saison. On est en train de bâtir quelque chose d'extraordinaire avec cette équipe-là. Ouais. On aimerait un joueur qui viendrait donc s'attacher, qui viendrait s'intégrer avec l'équipe pour les prochaines années. Ça risque de coûter très cher, mais je pense que le noyau des Orioles est tellement bon. Puis tu ajoutes un Crochet. La seule chose, c'est que Crochet, il a un passé déjà de blessure. Donc, il y a un risque. Il y a un risque. Alors, est-ce qu'on est capable d'évaluer ce risque? Est-ce qu'on est capable de se dire, ben oui, on va donner pas mal de prospects pour le joueur, mais bon. Alors, ça, c'est quel est le niveau de tolérance du risque du côté des Orioles de Baltimore? Puis, Sears pourrait devenir, effectivement, un plan B dans le cas où on n'est pas capable d'aller chercher Crochet, puis qui coûterait peut-être un peu moins cher, alors que pourtant, il est quand même solide. Oui. Moi, l'option de JP Sears coûterait moins cher. Carl Stowers, j'ai l'impression qu'un pour un, les Aces pourraient être tentés d'aller chercher Carl Stowers, pour qui il n'y a pas de place. Là. Je veux dire, Stowers le sait bien, là, regarde la formation des Orioles. Il sait qu'il ne jouera pas régulièrement avec les Orioles de Baltimore. Donc, moi, je pense que Stowers va être échangé, mais qu'est-ce qu'on va obtenir en retour? Ben, on pense que ça pourrait être il faudrait faire partie, en tout cas, d'un lot pour un lanceur partant. Mais Alain, juste petite parenthèse avec les Orioles, puis je suis d'accord avec toi, là, on a besoin de ce lanceur partant-là, mais j'aimerais qu'on solidifie quand même avec un autre bras en relève. J'ai pas cette grande confiance-là avec Craig Kimbrel en fin de saison. Je sais que encore une fois, ça pourrait coûter cher si on va chercher un releveur de premier plan, mais j'aimerais Baltimore aussi réagir à ce niveau-là pour vraiment s'équiper pour la suite des choses. À l'interne, ben écoute, Danny Coulombe, là, on pense qu'il va revenir là, au mois d'août, venir aider Keegan Aiken. Il y avait pas mal de responsabilités l'année passée, il y avait une bonne saison, donc je pense que c'est pas négligeable que les Orioles puissent penser là, que Coulombe va faire partie là, de la solution, peut-être même en 9e, on verra. Cleveland, Marc, qu'est-ce qui est le plus important présentement? On a une bonne saison, mais là, McKenzie s'en va dans les mineurs. On a des problèmes chez les partants actuellement. Je sais que Gavin Williams revient, mais c'est beaucoup de pression sur nos 3 jeunes. Là. Je pense à Bybee, Allen et là, Gavin Williams. Est-ce qu'on y va avec un lanceur partant ou encore avec un coup de bâton? Et là, moi, j'ai quand même l'impression, à l'arrêt-court, on pourrait aller chercher quelqu'un. Et là, c'est un emprunt. Et le nom que j'ai en tête, c'est Paul DeJong. Ben, écoute, oui, il a une bonne saison, Paul DeJong. Je ne suis pas le plus grand partisan, mais effectivement, là, il faut forcer d'admettre qu'avec les White Sox cette année, il a été bon. Même si je l'ai vu commettre quelques erreurs, et je vais appeler ça des erreurs mentales, mais bon, c'est sûr que ça ne doit pas être facile de se concentrer en jouant pour les White Sox cette année, là. Mais c'est effectivement, et même au niveau des lanceurs partants, ça pourrait être le cas au niveau d'aller chercher un vétéran juste pour finir la saison, s'assurer là, qu'on a cette présence. Donc, chez Cleveland, moi, je pense qu'on va bouger, mais c'est beaucoup plus un emprunt, effectivement, pour employer le terme que tu utilises. On veut pas
oui, on a un bon réseau, mais on n'est pas garni comme Baltimore, on ne commencera pas à dépenser à ce niveau-là. Alors ça va être intéressant. Donc, il y a des vétérans. Puis on regarde toujours ce qui se passe avec des équipes qui, en arrachent un peu plus. Tu as parlé de Flaherty tout à l'heure. Ça serait quelqu'un que Cleveland pourrait cibler. Ben, là, tu me parles dans la même division, mais ça reste que ça, c'est un genre de lanceur qui coûterait peut-être pas si cher et qu'on serait capable d'aller chercher du côté Cleveland. De Jong est une solution intéressante, effectivement. C'est sûr que la défense devient importante du côté Cleveland. Je regarde le champ extérieur, on est très bon. On est très bon aussi à l'avant-champ. Il faut que quelqu'un attrape la balle, compte tenu évidemment du personnel de lanceur qu'on a présentement du côté Cleveland. Oui, ça bouge beaucoup. À gauche, on a Kwon, mais au centre et à droite, écoute, on ne le sait pas encore. Là, à droite, on vient de rappeler, c'est-à-dire John Kensey Noël, qui a le profil de Pedro Serrano, Marc. On a déjà joué à Cleveland à ce jeu-là. Je ne suis pas certain. Il va falloir qu'il connecte plus souvent que Pedro Serrano, puis que Franmil Reyes. C'est à lui que je fais référence, là, parce que, écoute, c'est un clone. Mais c'est son profil, on verra. Parmi les partants, je pense qu'il pourrait intéresser Cleveland, Marc, aussi fou que ça puisse paraître, mais c'est deux anciens des Guardians. Je pense que Quantrill qui a une bonne saison au Colorado. Puis si Valley qui va pas bien là, avec Tampa Bay, là, c'est un flop. C'est pas compliqué. Là, on est très déçus d'Aaron Valley. Moi, je pense qu'il va partir de Tampa Bay. Ben, probablement, mais lorsqu'un lanceur souvent va se refaire un nom avec Tampa Bay, là, c'est de l'inverse qui se produit dans le cas de Severley. Je ne sais pas à quel point on va courir le risque avec un gars comme lui actuellement. Oui. Écoute, on va terminer la Ligue américaine avec Seattle. C'est pas compliqué, Marc. On va aller chercher quelqu'un qui frappe, ou même deux. Josh Rojas, c'était bien beau en début de saison. Ça a baissé. Au deuxième but, Polanco ne frappe pas du tout. Bliss a de plus en plus de temps de jeu. Faut que Rodriguez frappe davantage. Peu importe l'aide qu'on a. Moi, le joueur que je verrais à Seattle, je pense, dans la même section, c'est Brent Rooker. Ben, écoute, c'est clair. Oui, Alain, absolument. Puis c'est clair que on a besoin d'attaque. Je pense pas qu'on puisse... On va bien, là. Si tu regardes le classement, on va très bien chez les Mariners, mais c'est clair que ça va prendre un peu plus d'attaque si on veut maintenir le rythme. Moi, je regarde les Astros de Houston derrière, là, puis si j'étais les Mariners, là, je commencerais à être un peu plus nerveux parce que ça s'en vient là, du côté de Houston. D'ailleurs, Houston pourrait aussi bouger, là. On en parle pas beaucoup, mais je sais que Vlad Guerrero est associé aux Astros, mais Vlad Guerrero pourrait être associé à peu près à toutes les équipes. Là. Mais tout ça pour dire que c'est clair que les Mariners doivent aller chercher de l'aide en attaque. Sinon, si c'est statu quo, Alain, j'ai peur que ça ne fonctionnera pas en deuxième moitié de saison. Là. Lane Thomas, Marc, est-ce que ça pourrait pas nuire, évidemment? Ben oui, exact. Mais c'est des gars comme ça qui vont t'aider. Ouais. J'ai toujours l'exemple des Braves. Lorsqu'on a reconstruit le champ extérieur, on l'a pas fait à coup de grandes vedettes. On l'a de bons joueurs qui sont venus donner un bon coup de main. Rosario était un exemple parfait. Alors, écoute, ça reste à suivre. Oui. Écoute, je veux parler un peu des Twins, Marc, parce que je regardais la configuration de l'équipe. Je pense qu'on aurait peut-être besoin d'un lanceur partant. Et je regarde à l'avant-champ. Royce Lewis est revenu. On a Correa à long terme. Austin Martin est un joueur d'avant-champ. Je pense que tu me vois venir. Il faut donner des jeunes pour avoir quelque chose. Est-ce qu'Edouard Julien pourrait être un appât pour quelqu'un d'autre pour aller chercher un partant? Ben, il ne faut pas l'exclure. Il ne faut pas l'exclure du tout. Puis Edouard, lorsqu'il a été retourné au niveau 3, ça a été difficile au départ. Ça va beaucoup mieux. Mais il fait partie des plans. Je sais que Rocco Baldelli l'adore, le gérant des Twins. Mais ça reste que là, il faut qu'il produise au niveau majeur. Ce qu'il a fait dans le baseball majeur, je suis convaincu, a impressionné quelques équipes. Donc oui, il fait partie des noms, certes, si jamais on a besoin d'aide et qu'une équipe est intéressée, on ne peut pas l'exclure. Ça, c'est clair. Oui, c'est ce que je pense aussi. Ligue nationale tout de suite. Les Phillies de Philadelphie, Marc, moi, on n'a pas l'habitude de voir les Phillies et Dombrowski rester assis. C'est la même chose pour les Braves. On va commencer avec les Phillies.
On n'a pas de production au champ-centre, à moins d'y mettre Brandon Marsh, mais je pense que, bon, il y a un poste au champ extérieur, toujours est-il, là, où on pourrait avoir une amélioration à l'attaque. J'ai 2 noms qui me viennent en tête, moi, quand je pense à cette position-là, et là, ce serait un grand coup. Luis Robert, et l'autre, Marc, c'est Jazz Chisholm avec les Marlins. Oui, effectivement, c'est 2 excellents noms. Ça va coûter cher, évidemment, dans le cas de Luis Robert, même si, bon, pour tout son potentiel. Aussi. Oui, ben Chisholm aussi. Mais Chisholm a déjà un bon contrat. C'est sûr que ces 2 joueurs, tu sais, inévitablement, là, bon, on regarde les équipes. On parle beaucoup des joueurs qui appartiennent aux White Sox actuellement, et pour cause, évidemment, les joueurs qui ont un peu de valeur parce que les White Sox doivent se refaire. C'est elles ont terrible pour les Marlins à plusieurs niveaux. Mais je ne sais pas à quel point, moi j'ai l'impression, je ne sais pas, c'est 2 profils très différents. Tu sais, tu regardes Chisholm, là, il aime avoir les réflecteurs sur lui, c'est un bon joueur. Je ne sais pas à quel point chez les Phillies ça fonctionnerait. Tu comprends, on a déjà des Bryce Harper, puis des Real Muto, puis des gars qui ont un certain caractère. Là. Je ne sais pas à quel point... Si tu penses strictement à baseball, absolument. Là. Mais là, il faut penser à la personne. Je pense qu'un Luis Robert, moi, pourrait s'intégrer un petit peu mieux chez les Phillies, puis on pourrait voir peut-être exploiter un petit peu plus. Il ne se traînerait pas les pieds. Luis Robert était reconnu pour se traîner les pieds. Ben, avec un Schwarber et un Harper... il pourrait aller à fond, je pense que sa valeur augmenterait davantage. Dans le cas de Chisholm, je ne suis pas certain que le mariage, là je parle vraiment de caractère d'équipe, fonctionnerait à ce point-là. Oui. Écoute, du côté d'Atlanta, écoute, on peut tenir le même discours, Marc, on a perdu Acuna. Là, on cherche de la profondeur comme voltigeur et quelqu'un pourrait le remplacer. Là, est-ce qu'on cherche quelqu'un pour 1 an seulement? Ça, c'est la question. Harris non plus n'est pas là parce que les 2 vont revenir l'année prochaine. Donc, si on y va avec Chisholm et Robert, c'est pour plus qu'1 an. Est-ce que les Braves vont aller là? Je ne suis pas certain. Puis on aurait peut-être besoin d'aide aussi en relève chez les Braves d'Atlanta. Oui, ben, je suis d'accord. Mais vois-tu, là, le Chisholm, je le vois plus avec les Braves, moi. Je le vois plus en termes de caractère. Lui, il va amener un peu de vie, là, parce que, tu sais, je regarde Riley au 3e, tu regardes Olson au premier but. Tu sais, c'est tous des gars qui sont calmes, puis bon... Bon, tu sais, ça prend un peu de vie, là. Ça prend un peu de vie parfois. Puis je pense qu'un gars comme Chisholm pourrait apporter quelque chose de plus intéressant du côté des Braves. Là, je vous parle strictement là, de joueurs de baseball avec leur attitude. Là. Bon, au niveau contractuel, je comprends là, qu'il y a des défis à ce niveau-là. Par contre, si on regarde la réputation d'Alex Anthopoulos, il aime bouger tôt. Il aime être le premier là, à effectuer une transaction parce que lorsqu'il y a un joueur en tête, c'est lui qui le veut, il va essayer de bouger le plus tôt possible pour pas attendre la dernière minute pour que le prix change ou que, évidemment, d'autres équipes puissent être intéressées aux joueurs que lui convoite. Donc, ça, c'est intéressant. Mais si on parle strictement là, de joueurs qui pourraient venir aider, donner un peu d'énergie, je verrais plus Chisholm, moi, du côté des Braves. Oui. Bon, des Brewers de Milwaukee, Marc, c'est une énorme surprise. Mais, écoute, je pense pas qu'on ait tant que ça à offrir pour avoir de l'aide. Je pense qu'on va peut-être, entre guillemets, se contenter de joueurs. Le nom que j'ai en tête, c'est un Mark Canha, par exemple. Je pense que c'est là qu'on va aller chez les Brewers de Milwaukee. Puis comme lanceur partant, ben écoute, on va peut-être te prendre un gars d'1 an. Je parlais d'Eric Fedé tantôt. C'est peut-être le genre de partant sur lequel, ou JP Sears, c'est le genre de partant sur lesquels on va peut-être jeter notre dévolu. Mais je les vois pas vraiment tenter le gros coup, moi, chez les Brewers. Moi, c'est une énigme pour moi, les Brewers. Bravo à leur nouveau gérant. Pat Murphy fait un travail exceptionnel parce que je les voyais pas dominer autant, puis ça m'impressionne qu'ils maintiennent le rythme quand même dans cette division. Je sais que la division centrale, on savait là, que moi, je m'attendais à ce que ce soit 5 équipes qui jouent près de 500 puis qu'on se batte là, jusqu'à la fin. Mais effectivement, il n'y aura pas de grand coup, selon moi, avec les Brewers. Tu as tout à fait raison là, à ce niveau-là. Ce sont des joueurs qu'on va aller chercher si on a besoin d'aide. Mais on semble avoir une bonne chimie d'équipe. Alors, parfois, je ne suis pas certain qu'une transaction est la meilleure chose à faire. Parfois, la meilleure transaction, c'est celle que tu ne complètes pas, justement. Ouais. Mais c'est une surprise. Et est-ce qu'on peut maintenir le rythme en deuxième moitié? Bien, ça reste à voir, mais moi, je suis vraiment surpris de ce que Milwaukee a réussi à faire cette année.
Oui, David Williams, va revenir. Là, écoute, c'est McGill, Trevor McGill qui est le releveur numéro 1, puis il fait du sacré bon boulot présentement avec les Brewers. Et on va terminer avec la nationale des Dodgers de Los Angeles. Marc, à l'attaque, on a mentionné que dans le bas de la formation, on aurait peut-être besoin d'aide. Max Muncy va revenir. Je pense qu'on se fie beaucoup là-dessus là, pour du côté des Dodgers. Ça devrait aider grandement. Par contre, chez les lanceurs, on prendrait peut-être un petit peu d'aide. Et c'est là où un nom comme James Outman pourrait servir d'appât pour un gros nom. Et moi, Marc, c'est drôle, je pense qu'on pourrait aller chercher un gros releveur. Il y en a quelques-uns qui pourraient être disponibles. Je pense les équipes plus faibles. Parce qu'on a déjà parlé, Marc, le marché des releveurs. Là. Un bon releveur numéro 1 pour une mauvaise équipe, ça ne donne pas grand-chose. Un releveur numéro 1, ça a une plus grosse valeur avec une équipe, justement, qui aspire aux grands honneurs. Puis je pense que les Dodgers pourraient aller là. Est-ce que tu penses à un joueur des A's d'Oakland? Ben oui, évidemment. Mason Miller, il vient en tête de liste. Moi, je pense qu'avec les A's, je veux dire, tu sais, que tu en gagnes 65 ou 70, là, ça va changer quoi? Pas grand-chose. Et c'est là où sont les A's. En plus, j'ajouterais, quand est-ce, Marc, tu entrevois que les A's vont être compétitifs? Probablement pas avant qu'on déménage à Las Vegas. Tu sais, là, Mason Miller, sa valeur ne sera jamais aussi élevée que maintenant. Puis tous les spécialistes en économie vont vous le dire. Pendant que la valeur est la plus haute, c'est là que c'est le temps de vendre. Donc, allons-y. Moi, je pense pour les A's, là, c'est le moment de faire un grand coup. Oui, puis c'est pas fou, évidemment, d'associer Miller avec les Dodgers à ce niveau-là. Puis on sait à quel point on a besoin de cette relève. Il y a des joueurs blessés, tu l'as dit, chez les Dodgers. Donc, on va attendre. Tu sais, Mookie Betts va revenir, Max Muncy va revenir. On a quand même des éléments intéressants avec lequel jouer. Mais c'est sûr que, tantôt, on parlait d'équipes qui empruntent beaucoup plus. Ça, c'est pas le cas des Dodgers. Les Dodgers, je pense, on va être capable. Si on parle de gros noms qui vont changer d'équipe, moi, je m'attends à ce que les Dodgers bougent. Les Padres jouent du meilleur baseball. Je ne dis pas qu'on est nerveux de ce qui se passe en division, mais il faut se préparer pour aller loin en série chez les Dodgers. Ça a toujours été le défi, là. Et là, si tu ajoutes un Mason Miller, là, je m'excuse, mais là, on va commencer à jaser plus sérieusement. Tu sais, on l'a dit tantôt, toutes les équipes, que ce soit les Yankees, que ce soit les Dodgers, je parle des équipes qui ont du budget, qui sont capables. On a tous des défis. Là. Il n'y a pas une formation qui est parfaite actuellement. C'est sûr que celle des Orioles, ça en vient de plus en plus. L'année prochaine, puis dans 2 ans, on va peut-être parler je ne dirais pas d'une dynastie, mais certes, des bonnes équipes. Ouais. Mais ça reste qu'ils ont tous des failles. Et le fait qu'il y a tant d'équipes que ça, Alain, qui peuvent aspirer à une place en série, c'est ça qui va rendre le marché. Moi, je suis convaincu qu'il va être très, très volubile, qu'il va bouger beaucoup là, dans les prochaines semaines. En fait, Marc, je vais ajouter à ça, même s'il n'y avait pas tant d'équipes que ça, là, les équipes qu'on vient de nommer, là, dont le pourcentage de probabilité d'accéder aux séries est assez élevé, ces équipes-là vont bouger, ils vont bouger beaucoup cette année. Moi en tout cas, c'est ma perception des choses. Et c'est pour ça qu'on est aux aguets, puis ça va peut-être bouger plus vite. Tu l'as mentionné les années passées, Marc, plus vite on acquiert un joueur, c'est un actif de plus, là. T'sais, on n'attendra pas au 31 juillet probablement. Là. Non, exact. Et c'est pour ça que c'est le fun parce que tu as autant des équipes qui cherchent justement un joueur d'impact ou des joueurs d'impact et il y a des équipes qui cherchent à emprunter. Donc, tu as les deux vraiment, tu as les deux extrêmes. C'est ça qui va rendre le marché le fun là, à suivre au cours des prochaines semaines. Ça nous amène à la question de la semaine qui est présentée par Sylmar Autoville. C'est votre détaillant pour les pneus de voiture et de camions classiques et antiques. On vous invite à consulter le www.sylmar.ca. Donc, selon vous, est-ce que le marché des transactions sera très actif? Vous nous avez entendu. On attend, évidemment, votre opinion là-dessus. Envoyez-nous vos commentaires à propos de cette question qui paraît sur facebook.com/compte complet balado ou encore vous pouvez aller sur notre site internet comptecomplet.com. C'est maintenant le moment de parler de notre segment Baseball Québec et aujourd'hui, inévitablement, il faut parler de la bonne vieille classique Claude Raymond et on a avec nous un des cofondateurs de cette classique,
Vincent Gagnon. Salut Vincent. Salut, ça va bien? Ben merci, oui absolument, merci de joindre à nous. Vincent, c'est un incontournable maintenant, la classique Claude Raymond. Je sais que la formule a changé au cours des années. Si on parle de l'édition 2024, le groupe d'âge, combien de joueurs, qu'est-ce que ça rassemble tout ça, cette classique Claude Raymond, cette année qui est si importante pour Baseball Québec? Bien, tout d'abord, on reçoit Simon Duchesneau et moi, les co-directeurs de la classique Claude Raymond. Avec Claude Raymond, évidemment, c'est la légende. On reçoit les 84 meilleurs joueurs de 14 ans et moins de partout au Québec. On les divise en 6 équipes équitables et ils jouent un tournoi du jeudi 3 juillet au dimanche 7 juillet à Saint-Jean-sur-Richelieu, au stade Richard-Lafontaine. Donc, on est très fiers là, du talent, encore une fois, talent québécois cette année chez les 14 ans et moins. Au fil des années, bon, le groupe d'âge a changé, Vincent, mais est-ce que tu vois, parce qu'on parle déjà en fait, c'est une 10e année, mais c'est une 9e édition. Est-ce que le talent, au fil des années, tu as vu le talent passer, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce que tu vois des jeunes joueurs au Québec? Ce que je remarque quand on évalue les joueurs puis on sélectionne les joueurs, là, Ray Calary dans toute la région de Montréal, la Ligue de Montréal, que ce soit Pascal Lehoux, qui est dans la région de Québec et les alentours, et moi sur la Rive-Sud et les alentours. Ce qu'on remarque, c'est que les joueurs lancent de plus en plus fort. Les meilleurs sont de meilleurs en meilleurs, sont mieux entraînés. Ça joue l'hiver aussi, ça s'entraîne dans les sports-études, donc sont mieux préparés à ce temps-ci de l'année. Donc, le talent est de plus en plus fort. Là. Les meilleurs lancent fort, courent vite. C'est impressionnant de les voir d'année en année progresser. J'ai eu la chance, évidemment, de participer comme entraîneur à quelques occasions à cette classique, Vincent, mais parle-moi un petit peu de Claude Raymond. Parce que Claude Raymond, c'est une jeune génération qui joue la classique Claude Raymond. Est-ce qu'ils connaissent Claude Raymond? Qu'est-ce que Claude Raymond signifie pour eux? Parce que Claude est très présent durant la classique. C'était impressionnant d'ailleurs. Mais les jeunes, là, qu'est-ce que ça signifie pour eux, Claude Raymond? Bien, Claude Raymond est présent pendant la classique Claude Raymond, évidemment. Puis, il y a Claude Raymond, avec ses 86 ans, il est en pleine forme, en pleine santé. Il serre des mains, il rencontre les jeunes. Beaucoup de jeunes ont fait leur devoir, évidemment. Ils l'ont pas vu jouer au match des étoiles en 1966 avec Willie Mays, Roberto Clemente et compagnie. Mais les gens savent c'est qui parce que leurs parents et grands-parents leur en parlent. Puis, c'est impressionnant, c'est une légende. C'est tellement agréable de le côtoyer. Il est heureux, il est en forme. Il nous parle de ses anecdotes de baseball à chaque fois. Là. C'est un honneur pour Simon Duchesneau et moi là, de le côtoyer à chaque année, puis qu'il soit présent, qu'il serre des mains, qu'il prend des photos. C'est impressionnant. C'est le fun de le voir présent à chaque année, puis de le voir en pleine santé, en pleine forme à son âge. Et Vincent, en terminant, les 84 joueurs que vous avez sélectionnés, on les retrouve donc à la classique Claude Raymond. Quel est l'objectif de Baseball Québec avec la classique? Qu'est-ce qu'on fait avec... on va les évaluer. Qu'est-ce qu'il y en est là, à la suite de cette classique? Bien, tout d'abord, la classique Claude Raymond est un événement indépendant organisé par deux directeurs. Puis, on évalue les joueurs de façon indépendante de Baseball Québec. Et tout est organisé par un comité indépendant. Puis, on met en valeur les joueurs de baseball au Québec, donc avec la collaboration évidemment de Baseball Québec. Notre objectif premier, c'est de mettre en valeur le talent québécois. Puis par la suite, oui, c'est la porte d'entrée vers le programme d'excellence, vers l'ABC. Il y a des évaluateurs aussi de l'ABC, fait que c'est la première étape de sélection vers les étapes suivantes, vers les équipes du Québec, vers les programmes comme l'ABC. Donc, c'est la porte d'entrée. Notre objectif principal, c'est de mettre en relief le talent québécois. Deuxièmement, de promouvoir la légende qui est Claude Raymond. Puis, notre troisième mission qu'on s'est donnée, Simon et moi, c'est d'amasser des fonds, tous les fonds qui sont générés par la cantine puis par nos commanditaires, que ce soit l'entrepôt du baseball à Repentigny, que
que ça soit Mark Lumber qui nous fournit en bâton de bois. Puis tous nos commanditaires, ben, tout ce qu'on ramasse comme argent, on le redistribue à des causes qui nous tiennent à cœur dans notre communauté. Donc, l'année dernière, on a réussi à aller donner plus de 10 000 $ à des œuvres autour de nous qui nous tiennent à cœur, qui œuvrent avec des enfants en difficulté, handicapés, et ainsi de suite. Ben, en tout cas, mission accomplie, Vincent. Je sais que ça fait une dizaine d'années déjà que vous avez parti ça, une idée folle, super intéressante. Tout le monde en parle aujourd'hui. C'est un incontournable. Félicitations pour ces 10 années à la barre, évidemment, avec Simon et toi, à la barre de cette belle classique. Et merci aussi de faire valoriser à nouveau et continuer de promouvoir le nom de Claude Raymond, qui est effectivement la grande légende ici au Québec. Merci beaucoup, Vincent. Bonne chance au cours du week-end. On souhaite une météo qui va être favorable. Parfait. Merci beaucoup. Merci à toi, Marc, d'être toujours un collaborateur fidèle de la classique Claude Raymond. C'était très apprécié. Merci. Salut. Dernier sujet rapide, Marc, c'est que cette semaine, on a constaté qu'il y a des réactions de lanceurs particulièrement envers leurs coéquipiers pour des jeux en défense qui nous ont peut-être surpris. Marcus Stroman, Mackenzie Gore, Justin Steele avec les Cubs de Chicago, Marc. Dans le cas de Steele, c'est peut-être envers lui-même aussi, là, mais toujours est-il que des réactions très agressives. Dans le cas de Stroman, c'est vrai, appelé à l'ordre. Mais Marc, je sais que dans certains cas, on dit « Ah, c'est le fun d'avoir de la passion, ça montre que les gars veulent gagner. » Je sais pas de ton côté, tu as déjà vécu probablement ce genre de situation. Là. Comment ça se vit à l'intérieur? Est-ce que ça peut être productif ou si au contraire, là, c'est une bonne façon là, de défaire le positivisme à l'intérieur de l'équipe? C'est du cas par cas, Alain. Et je vous dirais, moi, je l'ai vécu à certaines occasions où, par exemple, le lanceur avait raison. Il y a un joueur qui se traîne les pieds, qui est toujours... qui n'est pas à 100%, qui se donne pas. Parce que ça paraît, là, on le voit clairement, des fois, le joueur ne se donne pas. Donc, lorsque ça arrive, c'est bon pour l'équipe. C'est bon pour l'équipe parce que là, ce joueur-là réalise à quel point aucun instant, là, parce que c'est une famille, une équipe de baseball. Par contre, parfois, c'est l'inverse qui se produit. Alors que, le lanceur, bon, je sais qu'on dit souvent qu'il faut avoir une bonne mémoire courte. Il faut avoir une mémoire courte pour être un bon joueur parce qu'il faut que tu oublies tes échecs. Mais en même temps, il ne faut pas que tu oublies que parfois, ton joueur en défense, il t'a sauvé le derrière une couple de fois. Puis là, pas parce que ce jeu-là, où ça a été plus difficile, où il ne l'a pas fait, où il ne l'a pas complété. Donc, ça peut être bon, mais c'est dangereux comme jeu. C'est dangereux que ça produise l'effet contraire. Et l'effet contraire, c'est quoi? C'est que là, on s'éloigne au lieu de se rapprocher. Parce qu'il y a toujours des clans dans une équipe. Alors, si c'est mon chum qui s'est fait ramasser par un lanceur, moi, je vais moins aimer ce lanceur-là. Tu comprends? C'est aussi je veux dire, pas parce que ce sont des adultes que parfois, ça change de ce qu'on vivait lorsqu'on était jeune. Donc, il faut faire attention. Moi, ce que j'ai aimé dans le cas des Yankees, j'ai aimé qu'Aaron Judge, à un moment donné, est allé voir Stroman, puis probablement ce qu'il lui a dit, c'est qu'écoute, ça se fait pas ici, ce genre de réaction-là. Puis peu importe que tu as raison ou non, ça ne se fait pas. Surtout que dans le baseball d'aujourd'hui, tu as l'impression qu'une caméra est sur toi, peu importe le joueur, est constamment sur toi. Donc, il faut faire attention à ces situations-là. Ça met aussi, ça expose aussi parfois des caractères qui sont bouillants, où le joueur réalise qu'il n'y a pas d'affaire à faire ça. Donc, c'est du cas, pour ça que je dis que c'est du cas par cas, mais ce ne sont pas des images qu'on apprécie tant que ça à voir là, si vous êtes un coéquipier de ces joueurs-là. Je pense à Stroman, là. Je trouve qu'il y en a beurre et épais. Oui. Écoute, Marc, il y a des lanceurs au caractère bouillant qui, au fil de leur carrière, ont réussi à contrôler un peu leur tempérament, un tant soit peu. J'ai deux noms en tête, là, John Lackey et John Lester, là, qui étaient très compétitifs. Marc, on savait ce qu'ils pensaient. Mais au moins, on s'est contrôlé au fil de notre carrière dans ces deux cas-là. C'est pas parce que ça peut pas se faire, là. Non, écoute, ça fait partie de la maturité d'un joueur, là, éventuellement, de contrôler ses émotions. Ça c'est clair. Ouais. Mais c'est drôle ce que tu dis, parce qu'un Lackey, il n'avait pas besoin de rien dire, c'était écrit sur son visage ce qu'il pensait. Mais c'est ça. Donc,
Moi, tu sais, c'est difficile aussi des fois d'avoir un joueur qui veut gagner, lorsque je dis c'est difficile, c'est que tu veux pas. Tu sais, t'aimes mieux avoir un joueur comme ça puis de le ralentir que d'avoir un joueur qui est tout le temps mou puis tu as besoin de se donner un coup de pied dans le derrière à chaque fois, tu sais. Alors, des joueurs à caractère fort, je pense qu'on peut éventuellement les contrôler, puis ça devient des bons coéquipiers éventuellement. Tandis que l'inverse, c'est difficile de faire aller un gars parfois, puis un gars qui est nonchalant, ben ça devient fatigant. C'est pour ça que des Robinson Cano est sorti de New York, puis c'est pour ça probablement que Globert Torres va sortir de New York après cette année, parce que c'est pas des styles, je pense, qui sont appropriés pour une organisation comme les Yankees. Ouais. Ben voilà ce qui complète ce balado. Merci beaucoup, Marc. Ce dernier segment a été fort apprécié. C'est le temps de l'horaire des matchs. 3 matchs cette semaine encore. L'horaire des matchs télévisés à RDS, présenté par la Boutique des Fans, votre boutique de cartes sportives et d'objets de collection à Hawkesbury, en plus de vous offrir des cartes Pokémon, Magic the Gathering et des figurines Funko Pop. On vous invite à consulter laboutiquedesfans.ca. 3 matchs, les 3 à RDS. Donc, ce lundi, 18h30, on verra les Mets de New York, la meilleure équipe offensive du mois de juin dans la Ligue nationale, contre des jeunes dynamiques Nationals de Washington et C.J. Abrams qui connaît toute une saison, en train de justifier peut-être la transaction de Juan Soto. Par la suite, on verra les Reds de Cincinnati. Ça aussi, c'est une belle jeune équipe dynamique contre les Yankees à New York, mercredi à compter de 19h. Et dimanche, ben pourquoi pas terminer ça avec un bon vieux duel des Red Sox de Boston contre les Yankees de New York. Et, comme on dirait dans le bon vieux temps, mon cher Marc, un duel qui va nous donner des heures de plaisir. J'espère que ce balado vous a plu. On va rester à l'affût, évidemment, de ce qui se passe sur le marché des transactions tout au long du mois de juillet. Restez avec nous. On vous souhaite une bonne semaine, tout le monde. Balado compte complet vous a été présenté par Plan de match à Boucherville, fier partenaire de votre passion.